Ça a été passionnant d'ailleurs, hein. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas ennuyé. On ne voulait pas s'ennuyer et on ne s'est pas ennuyé. Comment c'est arrivé? Tout simplement parce que soit Corinne et moi-même, ou moi-même, nous gérions nos propres terrains de camping. Et, euh, C'était très difficile en tant que gérant de camping de répondre aux attentes des camping-caristes. Parce que le propre du camping-cariste, c'est d'être libre. Et donc, c'est de vivre hors contrainte. Et l'organisation d'un camping, c'est d'avoir une structuration, un bureau d'accueil qui ouvre le matin à 9 heures par exemple, et qui en haute saison va fermer à 20 heures, mais en moyenne et basse saison va fermer à 18 heures. Et quand on arrive avec son camping-car pour passer une nuit sur un camping et que le bureau d'accueil est fermé, eh bien on dort sur le trottoir en face du camping. C'est pas le plus sympathique. Donc, quand nous avons vendu nos campings et choisi de faire un nouveau métier, on ne savait pas lequel encore, on s'est dit, et si on répondait aux besoins de cette clientèle que nous n'arrivions pas à satisfaire pleinement dans nos anciens métiers. Donc on s'est acheté un camping-car et on a fait notre propre enquête pour savoir, avec encore plus de détails, ce qui était important pour les camping-caristes. Nous-mêmes, on en faisait de temps en temps en vacances, mais nous n'étions pas des camping-caristes aguerris. Donc on s'achète un camping-car, on fait le tour de France 3 fois, 4 fois, et en discutant avec tous les camping-caristes que nous rencontrions et avec les élus également des territoires touristiques que nous rencontrions. C'est intéressant d'avoir ces deux types de messages qui sont complètement différents. Pour les camping-caristes, effectivement, pour répondre à cette soif de liberté, ce qui était bien, c'était d'avoir un outil qui permette une solution de gestion qui permette de rentrer-sortir quand on veut et sans contrainte. Et surtout, de ne pas avoir à se prendre la tête quand on arrive sur une aire de camping-car, à se dire « Ah là là, encore une barrière, comment ça fonctionne, c'est quoi leur principe ?» Enfin bref. On s'est dit, ce qui serait bien, et en entendant les difficultés des camping-caristes par rapport aux solutions qui existaient, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait déjà quelques-unes, c'était d'avoir un système qui soit le système d'accès qui soit le plus uniformisé qui soit, pour qu'on ne se pose plus de questions. Quand j'arrive, je sais comment rentrer, et quand je veux partir, je sais comment faire pour quitter sans souci. Et en même temps, en discutant avec les élus des villes touristiques, là, le message était uniforme. Déjà, et là je parle de cette enquête que nous avons faite en l'année 2010-2011, plus la ville était touristique et moins les élus voulaient voir de camping-cars stationnés dans des endroits où ils n'avaient pas envie de les voir, de bloquer toutes les belles vues en bord de mer par exemple, ou le long d'un fleuve, enfin bref, ou d'un canal, et surtout ces élus qui avaient déjà tendance à freiner le flux de voitures légères dans les villes, ne voulaient plus voir ces grosses boîtes blanches que sont les camping-cars dans les centres-villes. Et donc, on est parti avec ces deux attentes fortes, ce besoin de liberté des camping-caristes, et cet objectif des élus, avoir un outil qui puisse gérer sans eux l'aire de camping-car, que ce soit le plus automatisé possible, et surtout que eux, les élus, n'aient pas de problème. Donc on part avec, on entend ça des dizaines et des dizaines de fois pendant cette année 2010-2011, et un jour en passant l'autoroute, on se dit avec Corinne, mais bon sang, il y a des systèmes d'automatisation qui sont fantastiques. L'autoroute, on le prend le jour et la nuit, 365 jours par an. Il n'y a besoin de personne, ça marche tout seul, on est facturé en fonction de ce que l'on consomme. Et donc le soir même, je vais voir sur Internet le fonctionnement du télépéage autoroutier. Et voilà comment est né Camping Car Park. C'est un peu en copiant le mécanisme, le principe des autoroutiers. Sauf que plutôt que de mettre des lectures de badges qui coûtent cher et des portiques qui coûtent cher, là je rappelle qu'on est sur des nuits qui sont, on s'est toujours battu pour que les nuits restent le prix le plus bas possible, en incluant tous les services, et on verra tout à l'heure pourquoi. Et donc il fallait trouver une solution qui permette
d'avoir l'automatisation sans avoir des coûts importants. Et c'est là où nous avons trouvé les lecteurs de badge de carte RFID format carte de visite ou carte de crédit. Et voilà comment est née l'idée, ou comment l'idée s'est transformée, concrétisée, on va dire. Et nous avons lancé un appel d'offres en 2011 pour trouver un opérateur qui puisse nous vendre ces systèmes là. Et donc nous en avons trouvé un qui a pu opérer jusqu'en 2015. Et il nous a servi 2016-2015. Et puis il a déposé le bilan. Et là, on s'est dit, voilà, c'est dangereux pour nous. Et donc, nous avons décidé à ce moment-là d'intégrer la fabrication des équipements pour ne dépendre de personne. Et encore une fois, garantir aux camping-caristes de pouvoir circuler partout en France et maintenant en Europe avec le même mode d'accès. Donc, je ne me pose plus la question. Je vois la marque Camping Car Park. Je sais que je peux sortir mon badge, mon passe-étape ou mon access card, et je badge et je rentre. Donc, c'est magique, quoi. Le concept, le constat qui a été fait par les élus est largement explicité lors de notre Tour de France 2010-2011, c'était que de nombreux camping-caristes n'étaient pas très respectueux de l'environnement, et comme il y avait peu d'infrastructures, quand la cassette de WC était pleine ou les eaux, le réservoir d'eau usée était plein, eh bien, trop nombreux étaient les camping-caristes à dégazer, on va dire, en pleine nature, aller chipper de l'eau au cimetière. Tous les élus savent que les robinets des cimetières servent autant à arroser les fleurs qui sont sur les tombes qu'à remplir les cuves de camping-car. Et c'est pas une très belle image quand même. Et puis il y avait cette dégradation environnementale, des plages qui étaient fermées tous les ans. On a plein d'élus qui se sont exprimés là-dessus, qui fermaient leurs plages tous les ans en pleine saison parce qu'elles étaient polluées, et que depuis qu'on gère ces aires de camping-car, il n'y a plus de problème de pollution. Pourquoi ? Parce que derrière la barrière, sur l'aire de stationnement, il y a bien sûr une place pour chaque camping-car, mais il y a systématiquement dans le prix de la nuit la collecte des eaux usées et le plein d'eau propre. Ce qui veut dire qu'un camping-cariste n'a plus aucune raison d'être négligent, parce qu'il ne fait aucune économie à rejeter ses eaux usées en pleine nature, puisque c'est inclus dans son tarif de la nuit. Donc, dans le prix de la nuit, il y a le stationnement, l'électricité, l'eau et la collecte des déchets ménagers et la collecte des eaux usées. Donc, le seul impact après notre passage, l'impact est économique et culturel, mais en aucun cas, il est question de salissure ou de contraintes économiques pour la ville et les habitants. Le plus important était pour les villes qu'un élu, un conseil municipal, ait un intérêt en termes d'organisation de son territoire et d'aménagement de son territoire en offrant cette solution-là, qui est une aire de camping-car, et que ça ne lui coûte pas au budget, voire même ça lui rapporte quelques deniers. Et à partir du moment où ça lui rapporte quelques deniers, eh bien, ça lui donne envie non seulement de faire une aire, mais de l'entretenir, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y a un bon nombre de villes partenaires ne sont encore pas au top quant à l'entretien de leur aire de camping-car. Car je rappelle que notre rôle, c'est de faire la promotion de la ville auprès des camping-caristes, c'est d'accueillir les camping-caristes 365 jours par an, de 8h à 23h, sauf en haute saison, 7h, minuit, pour certaines avec une surveillance même de nuit, d'encaisser, donc on évite la régie pour les villes, ce qui coûte très cher une régie, qui est complexe. Donc on retire à la ville tout ce qui est complexe, et on laisse à la ville tout ce qu'elle sait faire. La création de l'air, son investissement et son entretien paysager. Tondre la pelouse, nous on n'a aucune valeur ajoutée à organiser la tonte des pelouses partout en France ou en Europe. Une ville a des services techniques, elle peut le faire dans ses heures de travail habituelles. C'est pas un problème. Accueillir un camping-cariste allemand, néerlandais ou espagnol à 23h, ça pour une ville c'est complexe. Nous on sait le faire.
Donc on s'est réparti les rôles, comme nous entre tous les deux on s'est réparti les rôles, et bien avec les villes partenaires on s'est réparti les rôles, et on reverse les 2 tiers du prix de la nuit à la ville. Ce qui fait que nous on se doit d'être bons, parce qu'avec 1 tiers on doit financer toute la vie de la société, et donc c'est la raison pour laquelle on a plutôt intérêt à avoir une croissance importante pour pouvoir mutualiser nos frais de gestion. Et pour la ville qui reçoit les 2 tiers du prix du séjour, eh bien, elle paie l'eau, l'électricité et l'enlèvement des déchets ménagers. Et puis surtout, elle paie son air. Donc, c'est pas comment dirais-je, aux frais des contribuables. C'est vraiment aux frais des camping-caristes. Donc, on ne doit, entre guillemets, rien à personne. Nous avions tous les deux des mandats socio-professionnels lorsque nous gérions nos campings. Et donc, un certain nombre de gens nous connaissaient notre engagement professionnel. Et les premiers qui nous ont permis de démarrer les premières aires de camping-car park, ce sont des établissements qui étaient gérés par des gens à qui on avait apporté des services via le syndicat professionnel à l'époque. Donc il y avait entière confiance en nous. Et c'était des collègues qui géraient des campings municipaux et qui, en créant une aire de camping-car, se rendaient compte de la difficulté pour un gestionnaire de camping de gérer une aire de camping-car. Ce ne sont pas les mêmes clientèles, ce ne sont pas les mêmes attentes, ce ne sont pas les mêmes créneaux d'ouverture. Une aire de camping-car, c'est ouvert 365 jours par an. En règle générale, un camping est ouvert en moyenne 6 mois par an, et encore. Avec des horaires, comme j'en parlais tout à l'heure, bien précises, alors qu'un camping-cariste peut arriver à 23h, minuit. C'est pas un problème, quoi, parce qu'on sort d'un spectacle, d'un restaurant, on a sa maison sur le dos. Donc on est dépendant si on veut aller se faire un resto ou un spectacle, on va revenir ou arriver sur l'aire de camping-car à la fin du resto ou du spectacle. Et là, il n'y a personne à nous attendre. Donc il faut que ce soit complètement automatisé. Et donc ces collègues ne savaient pas comment gérer leurs aires de camping-car. Et on a beaucoup communiqué à l'époque, à la création de Camping Car Park, sur ce nouveau challenge qu'on se lançait, sur cette nouvelle marque et sur comment ça allait fonctionner. Et nous étions persuadés que nous allions servir autant de villes que de gestionnaires de camping, qui voulaient accueillir les camping-caristes, mais qui ne savaient pas comment faire. Donc on s'est dit, c'est super, quoi. Il y a plein de campings qui ont un peu de foncier disponible et qui vont pouvoir faire une aire de camping-car sans en avoir les contraintes, puisque les contraintes, c'est Camping Car Park qui les prennent en charge à 100%. Donc pour nous, c'était évident que. Donc quelques-uns nous ont fait confiance au début. Ça a permis d'ouvrir des villes comme Nantes, comme Vannes, Longeville, et les premiers qui nous connaissaient, qui nous ont fait confiance et qui ont démarré. Et comme dans une ville touristique, les élus qui créent une aire de camping-car, en règle générale, le font pour organiser, structurer l'accueil et le stationnement de ces véhicules. Donc dès qu'un élu prend la décision de financer une aire de camping-car, très souvent, il a la volonté d'interdire le stationnement de nuit dans quelque autre endroit de la ville. Et donc, fatalement, les camping-caristes arrivaient soit sur le camping, soit sur l'aire de camping-car. Et voilà comment les premiers clients sont arrivés. Et puis, on a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, on a fait de la communication sur tous les supports numériques qui existaient à l'origine. Et puis, de fil en aiguille, la mayonnaise a prise. La première année, nous avons géré à partir du début août, deux aires de camping-car. La deuxième année, je crois que c'est 9. Et puis, moi je disais toujours, si on a su vendre et installer 2 aires, on sait en gérer 10. Si on sait en gérer 10, on sait en gérer 100. Si on sait en gérer 100, on sait en gérer 1000. Et nous arriverons dans 2 ans aux 1000 aires en Europe gérées. Moi, je m'occupais du service relations clients. Et puis rapidement, après, des ambassadeurs, donc les clients plus. Voilà. Et la com aussi. La communication. La com aussi, oui. On avait besoin d'un service relations clients, puisque les clients, quand ils appellent, il fallait bien les renseigner. On voulait un service relations clients français. Donc on a voulu vraiment avoir
quelque chose en France. Hein. Jamais on a pensé à expatrier ou à partir. Non, on est vraiment resté très français. Et puis avec de la qualité, de la rapidité, hein, les 30 secondes de réponse. Et moi, je me suis occupé de la partie finance et commerciale essentiellement au départ. Technique aussi, parce que nous avions à l'origine, hein, nous avions des prestataires de services. Mais le plus complexe, ça a été de vendre les 100 premières destinations. Il y a des effets de seuil. Quand on arrive à une centaine de destinations, on commence à être crédible. Et donc, les premières années, de 2011 à 2019, l'essentiel de mon temps était sur la route pour vendre des airs, former et accompagner les commerciaux et puis aider aux installations en technique quand il y avait besoin parce que c'était un peu rock'n'roll les premières. Voilà, et on était très 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 complémentaires, quoi. Pour moi, je dirais que c'est la continuité logique de notre métier d'avant et de nos implications, Ouais. tant au niveau des territoires qu'au niveau de la profession ou autre. Pour nous, ça a été passionnant d'ailleurs. Hein. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas ennuyé. On ne voulait pas s'ennuyer et on ne s'est pas ennuyé. Complètement différent. On pourrait comparer une aire de camping-car, la manière dont nous l'avons développée en termes de fluidité d'accès. C'est un petit peu comme le même écart qu'il peut y avoir entre un hôtel Formule 1 où j'arrive, je tape mon code, quelle que soit l'heure, je rentre, et un hôtel où vous avez un accueil avec des gens à des horaires donnés et tout. Je pense que l'écart est à peu près identique. C'est automatiser un système pour maintenir une tarification qui soit la plus basse possible. Et, parce qu'on avait quand même en fond d'écran très entendu de la part des camping-caristes que c'était important de garder des prix très bas. D'ailleurs, quand on regarde en 15 ans, les prix n'ont que très peu augmenté, quasiment pas. Hein. Oui. Le différentiel, c'est essentiellement la taxe de séjour qu'il n'y avait pas à l'origine et qu'il y a depuis 2016, je crois. C'est ça ? Je ne sais pas. Je n'ai plus en mémoire la date exacte. Mais c'est assez récent, la taxe de séjour. Mais si on note la taxe de séjour des prix actuels, on n'est pas très éloigné des 12 € qui était le prix de départ en 2011. Et justement, je fais exprès d'aller sur ce sujet-là. La liberté, c'est quelque chose de fondamental dans la tête d'un camping-cariste, mais on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière le terme liberté. La première liberté d'un camping-cariste, c'est de pouvoir changer de ville, voire même de pays, sans aucune contrainte, sans réservation, je vais où je veux, quand je veux. Et à ce titre, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir cette liberté fondamentale. Et quand on arrive sur un territoire, sur une ville touristique, si on ne respecte pas les habitants de cette ville-là, demain on sera interdit de séjour, ou le stationnement se fera auprès de la déchetterie, parce qu'on nous montrera qu'on vraiment ne veut pas de nous. Donc le meilleur moyen d'être respecté dans le temps et de conserver cette liberté, c'est justement d'être très à l'écoute de ce que veulent les habitants et les élus de ces territoires touristiques et de trouver cet équilibre qui est complexe. Et ça reste toujours un équilibre qui n'est pas toujours le même d'une ville à l'autre, mais c'est un équilibre à trouver pour qu'on puisse profiter de ces beaux endroits sans limite, mais sans que ce soit contraignant pour les habitants, que ce n'est pas aux habitants des villes qu'on visite de payer notre eau, notre électricité, la collecte et traitement des déchets ménagers. C'est à nous de les prendre en charge. Donc, si on veut être durable en termes de pratique, eh bien, il faut qu'on s'acquitte de ce que l'on génère comme coût pour la ville. Et puis, si en plus on peut rapporter quelques euros à la ville, eh bien, on le voit bien, notre modèle économique, il donne envie aux élus de nous accueillir. Et ça, je trouve que c'est magique. Donc, il faut juste comprendre que si on veut, oui, en profiter longtemps,